Ma femme était dans le coma depuis 1 an, mais chaque nuit, je découvrais d'étranges empreintes de pas dans sa chambre d'hôpital. La nuit où j'ai installé une caméra cachée, ce que j'ai vu à minuit m'a plongé dans un état de choc total. Le coupable était une personne totalement inattendue. Votre choix. 1 an. 1 an s'était écoulé, jour pour jour, depuis ce jour fatidique. Un camionneur ivre avait fauché ma femme bien-aimée, Chloé, la plongeant dans un sommeil profond dont nul ne savait quand elle se réveillerait. Les gens appelaient cela un état végétatif, un coma profond. Mais pour moi, c'était juste un sommeil un peu plus long que d'habitude. Et moi, son mari, Julien, j'avais la responsabilité d'être là, d'attendre qu'elle ouvre les yeux. Chaque matin, je me rendais à l'hôpital à la même heure. Le trajet de la maison à l'hôpital m'était devenu si familier que je connaissais par cœur chaque nid de poule sur la route, chaque platane dont les feuilles changeaient de couleur au fil des saisons. La chambre 302 de l'unité de soins intensifs était devenue ma seconde maison. L'odeur âcre d'antiseptique, qui me piquait le nez au début, m'était devenue étrangement familière. J'ouvris la porte avec précaution pour ne pas faire de bruit. Chloé était allongée paisiblement sur le lit d'un blanc immaculé. Son visage était pâle, mais à mes yeux, elle était toujours aussi belle que la femme que j'avais aimée. Ses longs cheveux avaient été coupés courts pour faciliter les soins, et quelques mèches rebelles tombaient sur son front. Je les écartai doucement. Au contact de sa peau froide, ma main trembla malgré moi. « Chloé, c'est moi. » Je tirai une chaise près du lit. Dans le silence uniquement rompu par le bip régulier du moniteur cardiaque, ma voix basse résonna. « Tu as bien dormi cette nuit ? Moi, pas vraiment. J'ai encore rêvé de notre voyage en Normandie. Tu te souviens ? Ce jour de pluie fine à Honfleur, tu avais tellement envie de crêpes. On a fini tous les deux trempés, à s'abriter sous un auvent, et tu as posé ta tête sur mon épaule. Je lui parlais ainsi, chaque jour, du travail, des géraniums qui avaient fleuri sur le balcon, du chat errant qui venait quémander à manger. Je le croyais. Je croyais que quelque part, au plus profond d'elle-même, Chloé entendait et ressentait encore. Les infirmières disaient que parler à un patient dans le coma pouvait stimuler son cerveau. Je ne savais pas si c'était vrai, mais cela me donnait de l'espoir. Après lui avoir parlé, je commençais ma routine habituelle. Je lavais délicatement son visage et ses mains avec un gant de toilette chaud et humide. Sa peau était si fragile que je faisais tout avec une extrême prudence, de peur de la blesser. Je vérifiais les chiffres sur la perfusion et les moniteurs. Rythme cardiaque, tension artérielle, saturation en oxygène. Tout était stable. Le docteur Antoine Lefebvre, le médecin référent de Chloé, disait que c'était un bon signe, que son corps continuait de se battre. Mais ce matin-là, quelque chose était différent. Alors que je me penchais pour rebrancher mon chargeur de téléphone qui s'était débranché de la prise près du sol, mon regard fut attiré par quelque chose. Sur le carrelage blanc, il y avait quelques taches indistinctes. On aurait dit des empreintes de pas humaines. Ce n'étaient pas les miennes. Je portais toujours les chaussons fournis par l'hôpital. Ni celles des infirmières. Elles portaient des chaussures médicales avec des semelles aux motifs très différents. Ces empreintes semblaient avoir été laissées par quelqu'un portant des baskets à semelles plates, et elles étaient légèrement humides, comme si la personne venait d'entrer un jour de pluie. Je m'agenouillai pour regarder de plus près. Les traces partaient de la porte, faisaient le tour du lit par le côté opposé, puis revenaient vers la porte. Elles étaient si faibles qu'il était impossible de les remarquer sans y prêter une attention particulière. Un malaise inexplicable commença à naître en moi. La chambre de Chloé se trouvait dans une zone à accès restreint. Toute personne y entrant devait suivre un protocole strict. À part moi et le personnel médical attitré, personne ne pouvait y pénétrer. Alors, à qui appartenaient ces empreintes, et quand cette personne était-elle venue? Je me relevai et fis le tour de la chambre. Tout était en ordre, aucune trace de désordre. Je regardai Chloé. Elle était toujours là, silencieuse, sa poitrine se soulevant au rythme régulier du respirateur. Soudain, une pensée me traversa l'esprit. Quelqu'un était-il entré en secret pendant la nuit? Mais pourquoi? Le reste de la matinée, je fus incapable de me concentrer. L'image de ces empreintes énigmatiques tournait en boucle dans ma tête. J'essayais de chasser cette idée. Être qu'un agent d'entretien avait commis une erreur et était entré avec les mauvaises chaussures, me dis-je pour me rassurer. Mais l'anxiété persistait.
C'était comme une petite graine plantée dans mon esprit, qui prenait racine et se transformait en un arbre épineux de suspicion. En regardant ma femme, cette femme que j'aimais de tout mon cœur, allongée et sans défense sur son lit, le besoin de la protéger se fit plus fort que jamais. Je savais que je ne pouvais pas laisser passer ça. Je devais découvrir la vérité. Loin de diminuer, mon anxiété suite à la découverte des étranges empreintes de pas ne fit que grandir. Durant toute la journée, je restais assis au chevet de Chloé, mais mon esprit était ailleurs. Chaque bruit de pas dans le couloir me faisait sursauter et regarder vers la porte. J'observais chaque infirmière, chaque médecin qui entrait, cherchant le moindre signe d'anomalie dans leur visage ou leur comportement, mais tout semblait agir comme d'habitude. En fin d'après-midi, incapable de supporter plus longtemps le doute qui me rongeait, je décidai d'aller voir l'infirmière en chef. Madame Sylvie Dubois était une femme d'une 50aine d'années, à l'apparence stricte, mais que je savais être très consciencieuse. Je lui décrivis en détail les empreintes que j'avais vues, expliquant la situation aussi calmement que possible. Madame Dubois fronça légèrement les sourcils et m'écouta attentivement. Quand je finis, elle réfléchit un instant avant de répondre. « Monsieur Julien, je pense que vous vous inquiétez un peu trop. La chambre de madame est dans une zone très contrôlée. C'est peu être l'agent d'entretien de nuit qui a fait une erreur, ou un médecin d'un autre service appelé en urgence pour un avis. Je vais rappeler à tout le personnel les règles d'accès aux chambres spéciales. » Sa réponse ne me satisfit pas. Mais, Madame Dubois, les empreintes étaient si étranges. Pourquoi n'y avait-il que des traces, faisant le tour du lit avant de repartir? Si c'était pour un avis médical ou pour le nettoyage, il y aurait dû y avoir plus de mouvement, n'est-ce pas? Madame Dubois soupira, son regard empreint de compassion. « Je comprends votre inquiétude, monsieur Julien. Lorsqu'on s'occupe d'un proche gravement malade depuis longtemps, on devient plus sensible. Faites confiance à notre équipe. La sécurité de nos patients est notre priorité absolue. » Ces paroles avaient du sens, mais mon instinct de mari me disait que quelque chose n'allait pas. Ces explications étaient trop générales, trop faciles. Elles semblaient plus destinées à me calmer qu'à chercher la vérité. Je demandai si je pouvais voir les enregistrements des caméras de surveillance du couloir, mais elle secoua la tête, invoquant le règlement de l'hôpital. Seule une requête des autorités ou une autorisation du directeur de l'hôpital permettait de visionner les images. Je retournai à la chambre, profondément déçu. Un sentiment d'impuissance m'envahit. Je ne pouvais plus compter sur les autres. S'ils ne prenaient pas mes craintes au sérieux, je devais trouver la réponse par moi-même. Je ne pouvais laisser planer le moindre risque, aussi infime soit-il, sur Chloé. Assis près de son lit, à regarder son visage, une idée me vint. Et si j'installais mon propre dispositif de surveillance, une petite caméra cachée dans la chambre? La pensée de le faire en secret me donnait un sentiment de culpabilité, mais cela me semblait être la seule solution. Je sortis immédiatement mon téléphone et commençai mes recherches. Avec la technologie actuelle, il n'était pas difficile de trouver une caméra espion. Je choisis rapidement une mini-caméra de la taille d'un ongle qui pouvait se connecter au Wi-Fi et diffuser les images en direct sur mon téléphone. Je payai pour une livraison le jour même, espérant la recevoir dès le lendemain. Le lendemain matin, après un appel du livreur, je descendis en hâte à l'entrée de l'hôpital pour récupérer un petit colis. Mon cœur battait un peu plus vite en tenant la boîte. De retour dans la chambre 302, je fis quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. Je fermai la porte à clé de l'intérieur. J'ouvris la boîte. La petite caméra tenait dans la paume de ma main. Je lus attentivement le mode d'emploi et la connectai à mon téléphone. L'image filmée par l'objectif apparut instantanément sur mon écran. La qualité était plutôt nette. Maintenant, la question était de savoir où la cacher pour que personne ne la découvre. En balayant la pièce du regard, mes yeux s'arrêtèrent sur le pot d'orchidées que j'avais apporté la semaine précédente. Les fleurs commençaient à faner, mais le pot en rotin tressé était intact. Une idée me vint. Je glissai adroitement la caméra entre les brins de rotin, orientant l'objectif vers le lit de Chloé. De cet angle, je pouvais couvrir la zone autour du lit, ainsi que la porte d'entrée. Je masquai l'objectif noir avec quelques feuilles artificielles, ne laissant qu'un minuscule orifice. De l'extérieur, il était impossible de deviner sa présence. Une fois tout installé, je me sentis un peu plus léger. C'était comme si j'avais un second œil, un gardien silencieux pour veiller sur ma femme en mon absence.
Je m'assis sur la chaise, pris la main de Chloé et lui murmurai « Ne t'inquiète pas, Chloé, je ne laisserai personne te faire du mal. » Cette nuit-là, je rentrai chez moi, mais ne parvins pas à trouver le sommeil. Je n'arrêtais pas d'allumer mon téléphone pour regarder l'écran en noir et blanc transmis par la caméra. La chambre 302 était plongée dans le silence. Seules les faibles lumières des appareils médicaux se reflétaient sur les murs. Le temps passait lentement. Et j'attendais, tendu, sans savoir à quoi j'allais être confronté. Mon inquiétude était-elle vaine, ou une terrible vérité allait-elle bientôt éclater? Cette nuit fut la plus longue de ma vie. J'étais allongé dans mon lit, mais mon esprit était entièrement tourné vers la chambre 302, loin de là. L'écran de mon téléphone, posé à côté de moi, restait allumé, diffusant en direct les images de la caméra cachée. Je ne pouvais pas fermer les yeux. J'avais l'impression que si je m'assoupissais ne serait-ce qu'une minute, je pourrais manquer quelque chose d'important. Les heures s'écoulèrent lentement. 22 heures, 23 heures, puis minuit. La scène dans la chambre restait inchangée. De temps en temps, l'infirmière de nuit ouvrait doucement la porte, vérifiait les constantes sur les machines, changeait une poche de perfusion, puis repartait sans un bruit. Tout se déroulait selon la procédure, rien de suspect. Une partie de moi commençait à se demander si je ne surréagissais pas, si je ne me faisais pas peur avec des suppositions sans fondement. Être que Madame Dubois avait raison. Être étais-je simplement trop à fleur de peau. La fatigue commençait à se faire sentir, mes paupières s'alourdissaient. Je me disais que j'allais juste fermer les yeux un instant. Mais juste au moment où j'allais poser mon téléphone, un mouvement sur l'écran attira mon attention. Mon cœur manqua un battement, et toute ma somnolence disparut d'un coup. L'horloge sur l'écran du téléphone indiquait 3h18 du matin. La porte de la chambre s'ouvrit lentement, presque sans un bruit. Une silhouette se glissa à l'intérieur et referma vivement la porte. Ce n'était pas l'infirmière de garde de tout à l'heure. Cette personne portait une blouse médicale sombre, mais sa silhouette était plus menue et sa démarche bien plus furtive, comme un chat chassant dans la nuit. La personne portait une charlotte qui couvrait une grande partie de son visage. Dans la faible lueur des appareils médicaux, il était impossible de voir ses traits distinctement, seulement qu'il s'agissait d'une silhouette féminine. La femme n'alluma pas la lumière. Elle se déplaçait avec aisance dans l'obscurité, comme si elle connaissait parfaitement la disposition de la pièce. Elle se dirigea droit vers le lit de Chloé. Je retenais mon souffle, les yeux rivés sur l'écran. J'avais l'impression que le sang se glaçait dans mes veines. La femme resta un instant debout près du lit, à fixer Chloé. Puis, elle sortit de sa poche un petit pot rond et plat. Elle l'ouvrit et préleva du bout des doigts un peu de ce qu'il contenait. Cela ressemblait à une pommade. Et là, sous mes yeux, un acte inimaginable se produisit. La femme écarta légèrement la blouse de Chloé, exposant sa poitrine. Puis, elle commença à appliquer la pommade sur la peau de ma femme. Ses gestes étaient très doux, mais pour moi, c'était comme si des lames invisibles me transperçaient le cœur. Qui est-ce? Pourquoi fait-elle ça? Qu'est-ce que c'est que cette pommade? Une myriade de questions explosa dans ma tête, mais je ne pouvais les formuler. Je ne pouvais qu'assister, impuissant, à la scène qui se déroulait sur le petit écran. La colère, la confusion et la peur se mêlaient en un tourbillon dans ma poitrine. Après avoir appliqué la pommade, la femme réajusta soigneusement les vêtements de Chloé, comme pour ne laisser aucune trace. Elle regarda ma femme un dernier instant, puis se retourna silencieusement, se dirigea vers la porte et disparut dans l'obscurité du couloir. La porte se referma, et la chambre retrouva son silence habituel, rythmé par le son régulier des machines. Mais pour moi, ce silence était terrifiant. Il portait en lui un secret horrible que je ne pouvais encore mesurer. Je bondis de mon lit. Je tremblais de tout mon corps. Je repassais en boucle la vidéo qui venait d'être enregistrée. C'était toujours la même chose. Une femme inconnue, une pommade mystérieuse, un geste furtif au milieu de la nuit. Ce n'était pas une hallucination, ni le fruit de ma paranoïa. Les empreintes humides que j'avais vues la veille appartenaient sans aucun doute à cette femme. Que se passait-il dans cet hôpital, cet endroit que je croyais le plus sûr pour ma femme, à qui j'avais confié toute ma confiance? Qui était cette femme? Une infirmière? Un médecin? Ou quelqu'un tramant un sombre complot? Et quel était son but? Quel effet avait cette pommade?
Aidait-elle Chloé à guérir, ou au contraire, lui faisait-elle du mal? Je n'avais aucune réponse, seulement un chaos de questions et une peur grandissante. Je savais, à partir de cette nuit, mon combat ne serait plus seulement d'attendre le réveil de Chloé. Je devais aussi me battre contre ce fantôme, cet ennemi inconnu qui rôdait autour de ma femme bien-aimée. Et je devais le démasquer, à n'importe quel prix. J'ai passé le reste de la nuit, presque sans fermer l'œil. L'image de la femme, appliquant la pommade sur le corps de Chloé, ne quittait pas mon esprit. Dès l'aube, je me suis habillé à la hâte, j'ai quitté la maison et j'ai foncé vers l'hôpital. Il fallait que j'y sois immédiatement. Je devais vérifier de mes propres yeux si ce que j'avais vu sur la caméra était bien réel. Le cœur battant à tout rompre, je suis entré dans la chambre 302. Chloé était allongée, le visage aussi paisible que d'habitude. Je me suis approché. Une peur diffuse montait en moi. Prenant une profonde inspiration pour me calmer, j'ai délicatement écarté le col de sa blouse, à l'endroit exact où la femme l'avait touché la nuit précédente. Et je l'ai vu. Une fine pellicule, presque transparente, recouvrait une partie de la poitrine de Chloé. Sous la lumière matinale, en y regardant de plus près, elle avait une très légère teinte rosée. J'ai posé mon doigt dessus et l'ai touché. C'était légèrement gras et collant, avec un parfum à peine perceptible, comme une odeur d'herbe médicinale. Tout était vrai. La vidéo n'était pas un cauchemar. Quelqu'un s'était bien introduit ici en secret et avait appliqué une substance étrange sur le corps de ma femme. La colère a fait place à l'inquiétude. Qu'est-ce que c'était? Était-ce nocif pour Chloé? Je devais prélever un échantillon pour le faire analyser. Mais comment? J'ai cherché des yeux quelque chose pour le recueillir. Mon regard s'est arrêté sur un coton-tige dans la boîte de produits d'hygiène que j'avais apporté pour Chloé. J'en ai pris un en vitesse et j'ai délicatement frotté la peau enduite de pommade. La substance est déposée sur le coton. J'ai trouvé un petit sachet en plastique propre, j'y ai mis le coton-tige. Je l'ai scellé avec soin et l'ai glissé au fond de la poche de mon manteau. À ce moment précis, la porte de la chambre s'est ouverte. Le docteur Antoine Lefebvre est entré. Sa venue soudaine m'a fait sursauter, et je me suis empressé de rajuster les vêtements de Chloé. « Monsieur Julien, vous êtes matinal », a-t-il dit avec un sourire. C'était un homme d'une quarantaine d'années, grand, portant des lunettes à monture fine et toujours vêtu d'une blouse blanche impeccable. Il était le médecin de Chloé depuis le début, et j'avais toujours eu confiance en son professionnalisme et son dévouement. « Bonjour, docteur. » J'essayais de faire en sorte que ma voix paraisse normale. Je venais juste voir comment elle allait. Le docteur Lefebvre s'est approché du lit et a jeté un œil au moniteur. L'état de madame est toujours très stable. C'est un signe vraiment encourageant. Continuons à être patients, et un miracle se produira peu. Il a prononcé ces paroles de réconfort habituelles, mais aujourd'hui, elles sonnaient étrangement faux à mes oreilles. Derrière ses lunettes, son regard cachait-il quelque chose? Ou étais-je devenu si méfiant que tout le monde me paraissait suspect? J'ai décidé de le sonder. « Docteur, j'ai une question. Est-ce que quelqu'un d'autre que l'infirmière de garde est venu voir Chloé cette nuit ?» Le docteur Lefebvre m'a regardé, l'air un peu surpris. « Pourquoi demandez-vous cela? Normalement, personne n'est autorisé à entrer. S'est-il passé quelque chose, monsieur Julien? »« Oh, non, rien, » ai-je dit en agitant la main. C'est juste que je suis un peu anxieux. C'est une chambre spéciale, alors je m'inquiète pour sa sécurité. Le docteur Lefebvre a hoché la tête d'un air compréhensif. Je vois. Soyez tranquille, le système de sécurité de l'hôpital est excellent. De plus, notre équipe d'infirmières est présente 24/24. Votre femme reçoit les meilleurs soins. Puis il m'a tapoté légèrement l'épaule. Un geste de réconfort, mais qui m'a donné la chair de poule. Il y avait quelque chose dans son ton et son regard aujourd'hui qui me mettait mal à l'aise. J'ai essayé de scruter son visage, cherchant une faille, un signe, mais il restait serein et professionnel. Après le départ du docteur Lefebvre, je suis resté seul dans la chambre. Le doute à son égard commençait à germer dans mon esprit. Il était le médecin traitant, il avait le droit d'entrer dans cette chambre à tout moment. Était-il lié à la femme de la nuit dernière? Ou pire, était-il le cerveau de toute cette affaire? Cette pensée m'a glacé le sang. Je lui avais toujours fait confiance, je lui avais confié la vie de ma femme.
Si cette confiance avait été trahie, les conséquences seraient terribles. J'ai regardé l'échantillon de pommade dans le sachet en plastique. C'était mon seul indice. Je devais absolument découvrir sa composition. Soudain, je me suis souvenu de Mathieu, un ami proche depuis l'université. Mathieu était un expert en chimie et travaillait dans un laboratoire d'analyse privé. Il pourrait peut-être m'aider. J'ai décidé de quitter l'hôpital plus tôt que d'habitude. Il fallait que je voie Mathieu au plus vite. Avant de partir, je me suis penché et j'ai déposé un léger baiser sur le front de Chloé. « Attends, Chloé, » ai-je murmuré. « Je vais découvrir la vérité et je te protégerai. » En quittant la chambre et en passant devant le bureau du docteur Lefebvre, j'ai aperçu par l'entrebâillement de la porte qu'il était au téléphone. Il me tournait le dos, je ne pouvais donc pas voir son expression, mais j'ai distinctement entendu quelques mots. « Faut être plus prudent, ne laisse aucune trace. » Comme prévu, mon cœur a raté un battement. C'était peut-être une coïncidence. Il parlait peut-être d'un autre patient. Mais dans ce contexte, chacune de ses paroles, chacun de ses gestes, me semblait suspect. J'ai accéléré le pas. Ma détermination à trouver la vérité était plus forte que jamais. Mon enquête prenait une nouvelle direction, et mon premier suspect était la personne en qui j'avais eu le plus confiance. En quittant l'hôpital, je ne suis pas rentré chez moi, mais j'ai conduit directement au laboratoire où travaillait Mathieu. L'inquiétude et le doute tourbillonnaient dans mon esprit, et la route me parut plus longue que d'habitude. J'avais besoin de réponses, et pour l'instant, Mathieu était mon seul espoir. Mathieu m'accueillit avec un air surpris. « Julien, qu'est-ce que tu fais là? Tu viens m'inviter à boire un verre ?» Je n'étais pas d'humeur à plaisanter. Je l'ai entraîné dans un coin tranquille, et lui ai dit d'un air grave, « Mathieu, j'ai besoin d'un service très important. » Voyant mon sérieux, Mathieu est devenu grave à son tour. « Qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air vraiment tendu. » J'ai sorti le sachet en plastique contenant le coton-tige et lui ai tout raconté. Les empreintes de pas, l'installation de la caméra, la femme mystérieuse, la pommade suspecte et le comportement étrange du docteur Lefebvre. Mathieu fronça ses sourcils épais en m'écoutant. Il prit l'échantillon avec précaution et l'examina. « C'est une histoire sérieuse, mon vieux. Ne t'inquiète pas, laisse-moi cet échantillon. Je vais analyser sa composition au plus vite. Ça devrait prendre un jour ou deux. Je t'appelle dès que j'ai des résultats. » Confier mon seul indice à Mathieu m'a un peu soulagé, mais l'anxiété était toujours là. Je ne pouvais pas rester les bras croisés en attendant les résultats. J'ai décidé de retourner à l'hôpital. Je devais trouver plus d'indices par moi-même. Ma première idée a été de redemander à voir les enregistrements des caméras de surveillance. Madame Dubois avait refusé, mais je voulais retenter ma chance. Cette fois, je ne suis pas allé la voir, mais je me suis rendu directement au local de sécurité. Le résultat fut le même. L'agent de sécurité a secoué la tête fermement, disant qu'il ne pouvait rien me montrer sans ordre de sa hiérarchie. Toutes mes tentatives de persuasion furent vaines. J'avais l'impression d'être dans une impasse. La personne inconnue était très méticuleuse. Elle agissait en pleine nuit et évitait toutes les caméras du couloir. Seule ma petite caméra dans la chambre avait été témoin de la scène, mais elle ne montrait que l'acte, pas l'identité de la personne. C'est avec un lourd sentiment de frustration que je suis retourné dans la chambre de Chloé. Que faire maintenant? Attendre passivement les résultats de Mathieu? Non, je ne pouvais pas rester inactif. Je devais agir. Une idée audacieuse me vint à l'esprit. Si je ne pouvais pas compter sur les caméras de l'hôpital, alors je surveillerais moi-même. Ce soir, je ne rentrerai pas chez moi. Je me cacherai ici, dans la chambre de Chloé, et j'attendrai que cette personne apparaisse. La pensée s'est immédiatement transformée en action. Cet après-midi-là, j'ai dit à l'infirmière que je passerais la nuit avec ma femme. Comme je le faisais parfois, personne n'a trouvé cela étrange. Mais au lieu de m'asseoir dans le fauteuil comme d'habitude, j'avais un autre plan. La chambre de Chloé avait une petite salle de bain attenante, et j'ai décidé de m'y cacher. La porte de la salle de bain avait une petite fente qui me permettrait de voir à l'intérieur de la chambre. C'était un plan risqué. Si j'étais découvert, je ne saurais pas comment m'expliquer. Mais je n'avais pas d'autre choix. La nuit tombait, l'hôpital est devenu progressivement silencieux.
Après le dernier passage de l'infirmière de nuit, je me suis glissé discrètement dans la salle de bain et j'ai refermé doucement la porte. L'espace était étroit et étouffant, debout dans l'obscurité. Je retenais mon souffle, concentrant tous mes sens sur la fente de la porte. Le temps s'écoulait lourdement. 1 heure, 2 heures. Le silence et l'obscurité rendaient mes sens plus aiguisés que jamais. Le moindre bruit dans le couloir me faisait sursauter. Je faisais de mon mieux pour ne faire aucun bruit. Et puis, à peu près à la même heure que la nuit précédente, un peu après 3 heures du matin, j'ai entendu la porte de la chambre grincer très faiblement. Mon cœur a manqué un battement. J'ai collé mon œil à la fente. Une silhouette s'est de nouveau glissée à l'intérieur. C'était toujours la même femme à la silhouette fine, portant toujours la blouse médicale et la charlotte qui cachait son visage. Elle se déplaçait rapidement et sans bruit, se dirigeant droit vers le lit de Chloé. Dans la salle de bain, j'étais pétrifié. Cette fois, ce n'était pas à travers l'écran d'un téléphone. J'en étais le témoin direct. La personne était à quelques mètres de moi à peine. Une partie de moi voulait bondir et la prendre sur le fait, mais une autre me murmurait de rester calme, de voir ce qu'elle allait faire et, surtout, de découvrir qui elle était. La femme a de nouveau sorti son pot de pommade. Elle a répété son geste furtif de la veille, appliquant la substance sur la poitrine de ma femme. La lumière de l'écran du moniteur cardiaque s'est reflétée, et pendant un bref instant où elle a légèrement incliné la tête, une partie de son visage a été exposée. Même si ce n'était qu'une partie, je l'ai vue distinctement, et je suis resté figé. C'était un visage familier. Un visage que je voyais tous les jours dans cet hôpital. Malgré la charlotte et le masque, je l'ai reconnu. La femme mystérieuse n'était autre qu'Élise Moreau, l'une des infirmières qui s'occupait souvent de Chloé. Cette révélation m'a frappé de plein fouet. Pourquoi elle, cette infirmière qui semblait si douce, réservée, mais aussi si méticuleuse et dévouée? Pourquoi commettait-elle un acte si secret et effrayant? Qui le lui avait demandé? Ou était-elle la seule responsable? Des dizaines de questions tourbillonnaient dans ma tête, mais ce n'était pas le moment de réfléchir. Après avoir appliqué la pommade, l'infirmière Élise est partie rapidement. J'ai attendu d'être sûr qu'elle était loin, avant d'ouvrir prudemment la porte de la salle de bain. Mon esprit était en plein chaos. J'avais découvert l'identité de l'inconnu, mais le mystère semblait s'être encore épaissi. Le fait que la femme mystérieuse soit l'infirmière Élise Moreau a été un choc terrible. Élise était une jeune infirmière, diplômée depuis quelques années seulement. Au cours de l'année écoulée, elle avait été l'une des personnes qui s'occupaient le plus souvent de Chloé. L'impression que j'avais d'elle était celle d'une personne douce, réservée, mais qui faisait son travail avec une grande minutie et une grande attention. Je n'arrivais pas à y croire. C'était elle qui avait commis cet acte secret et suspect. Je me disais qu'il devait y avoir une raison, ou que quelqu'un la menaçait en coulisses. Le lendemain matin, je suis arrivé à l'hôpital volontairement plus tôt que d'habitude. Je devais affronter Élise. J'avais besoin d'explications. Je me suis assis dans un café en face de l'hôpital, les yeux rivés sur l'entrée principale. À l'approche de l'heure de la relève, j'ai vu la silhouette familière d'Élise, en uniforme d'infirmière, se diriger vers l'hôpital pour commencer sa journée. Je l'ai immédiatement suivie. Je ne l'ai pas interpellée tout de suite, j'ai attendu qu'elle se dirige vers un coin isolé près du parking. C'est alors que je me suis approché d'un pas rapide et que je l'ai appelée « Mademoiselle Moreau ». À l'entente de ma voix, Élise a sursauté et s'est retournée. En me voyant, son visage a changé de couleur et la surprise a rapidement laissé place à la panique et à la peur. Sa réaction m'a confirmé que je ne m'étais pas trompé. « Monsieur Julien », a-t-elle bégayé en se tordant les mains. « Vous vouliez me parler ?» Je suis allé droit au but, ma voix basse et ferme. « La nuit dernière, à Troisfengt, vous êtes entré dans la chambre de ma femme. Vous avez appliqué une substance étrange sur son corps. Pouvez-vous m'expliquer cela ?» Le visage d'Élise est devenu livide. Elle a reculé d'un pas, ses yeux balayant les alentours comme pour chercher une issue. De quoi parlez-vous? Je ne comprends pas. Je n'étais même pas de garde cette nuit. Ne mentez pas, mademoiselle. J'ai fait un pas de plus vers elle, j'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré la vidéo que j'avais enregistrée. L'image n'était pas très nette, mais sa silhouette et ses gestes étaient suffisamment reconnaissables. J'ai toutes les preuves. Je veux savoir pourquoi vous avez fait ça. Qu'est-ce que c'est que ce produit?
Qui vous a demandé de le faire? En voyant la vidéo, Élise s'est complètement effondrée. Comme si ses jambes ne la portaient plus, elle s'est laissée tomber sur le sol. Des larmes ont commencé à couler sur son jeune visage. S'il vous plaît, ne signalez pas ça. Je n'avais pas le choix. Pas le choix? Qui vous a obligé? Ai-je insisté? Élise a secoué la tête frénétiquement, le visage terrifié. Je ne peux pas le dire. Si je parle, ils ne me laisseront pas tranquille. J'ai juste fait ce qu'on m'a dit. Ils ont dit que ce produit aiderait Madame Chloé à se rétablir plus vite. Il n'y avait vraiment aucune mauvaise intention. L'aider à se rétablir, j'ai froncé les sourcils. Si c'est un bon médicament, pourquoi faut-il l'appliquer en pleine nuit, comme un voleur? Vous me prenez pour un enfant? La fermeté de ma voix semblait la plonger encore plus dans la panique. Elle a éclaté en sanglots. Je suis désolé. Je ne sais vraiment rien. Je ne suis qu'une simple infirmière. Je ne pouvais pas désobéir aux ordres d'un supérieur. S'il vous plaît, pardonnez-moi pour cette fois. Un supérieur. Qui est votre supérieur? Le docteur Antoine Lefebvre? Ai-je demandé en la regardant droit dans les yeux. En entendant le nom du docteur Lefebvre, Élise a eu un violent frisson. Elle n'a pas répondu, se contentant de baisser la tête, ses épaules secouées par les sanglots. Son silence était un aveu. Mon intuition était juste. Le cerveau de toute cette affaire était ce médecin que j'avais tant respecté. La colère a monté en moi. Il m'avait trompé. Il avait trompé tout le monde. Il avait profité de ma confiance pour mener une sombre machination sur ma femme. J'ai regardé Élise, cette jeune femme tremblante de peur. J'étais en colère, mais j'éprouvais aussi de la pitié pour elle. Elle n'était probablement qu'un pion dans le plan du docteur Lefebvre. Levez-vous. Donnez-moi ce pot de pommade maintenant. Et vous allez venir avec moi voir le directeur. Vous devez tout raconter. Élise a levé vers moi un regard suppliant. J'ai trop peur. Si vous ne parlez pas, vous devrez porter toute la responsabilité. Voulez-vous vivre toute votre vie avec la culpabilité? Ou pire, aller en prison? Mais si vous coopérez, je suis sûr que la justice sera clémente avec vous. Choisissez. Mes paroles ont semblé avoir un effet. Après un moment d'hésitation, Élise s'est relevée, tremblante. Elle a sorti de son sac le petit pot de pommade que j'avais vu sur la vidéo et me l'a tendu. Le voilà. Je viens avec vous. Le pot en main, j'ai eu l'impression de m'être approché d'un pas de la vérité. Le chemin à parcourir serait peu, être semé d'embûches. Je devais affronter un homme puissant et rusé comme le docteur Lefebvre. Mais je n'avais pas peur. Pour Chloé, j'étais prêt à tout. J'ai serré le pot dans ma main et, avec Élise, je me suis dirigé vers le bâtiment principal de l'hôpital où se trouvait le bureau du directeur. Le vrai combat ne faisait que commencer. Le trajet du parking au bureau du directeur semblait interminable. Je marchais avec détermination, mais Élise me suivait, tremblant toujours de tout son corps. Le visage de la jeune infirmière était pâle, rempli de confusion et de peur. De temps en temps, elle murmurait « Monsieur, on ne pourrait pas juste laisser tomber, j'ai si peur. Le docteur Lefebvre ne me le pardonnera jamais. » Mais je gardais le silence, serrant fermement le pot dans ma main. Ce n'était pas le moment de reculer. Le bureau du directeur se trouvait au dernier étage du bâtiment principal. Monsieur Legrand était un homme âgé, aux cheveux grisonnants et portant d'épaisses lunettes. Il avait la réputation d'être strict mais juste. Je l'avais rencontré quelques fois lors de réunions de l'hôpital concernant l'état de Chloé. J'ai frappé à la porte, et une voix basse a répondu de l'intérieur « Entrez ». J'ai ouvert la porte et suis entré avec Élise. Le directeur a levé la tête de ses dossiers. Il a semblé un peu surpris de nous voir ensemble, moi et la jeune infirmière. « Monsieur Julien, pour quelle urgence venez-vous me voir? Et mademoiselle Moreau est avec vous. » « Monsieur le directeur, ai-je commencé, en essayant de garder une voix aussi calme que possible, je suis ici pour vous signaler une affaire très grave concernant la sécurité de ma femme, la patiente Chloé Dubois, et impliquant un membre du personnel de l'hôpital. Puis, j'ai posé sur son bureau le pot de pommade et mon téléphone avec la vidéo. J'ai expliqué toute l'affaire de manière concise, la découverte des empreintes, l'installation de la caméra, la scène dont j'avais été témoin et les premiers aveux de l'infirmière Élise. Pendant que je parlais, Élise gardait la tête baissée, les mains jointes, n'osant pas lever les yeux. L'expression du directeur devenait de plus en plus grave à mesure que je parlais.
Il a pris mon téléphone et a regardé la vidéo plusieurs fois. Puis, il s'est tourné vers Élise et d'une voix basse, a demandé « Mademoiselle Moreau, tout ce que dit Monsieur Julien est-il vrai ?» Élise a sursauté et a bégayé. « Monsieur le directeur, répondez franchement, » a dit le directeur d'une voix plus sévère. « Oui, oui, c'est vrai, » a répondu faiblement Élise, ses larmes se remettant à couler. « Mais je n'ai fait que suivre les instructions du docteur Antoine Lefebvre. Il m'a dit que ce produit était un bon médicament, qui aiderait Madame Chloé à se réveiller plus vite. » Le docteur Lefebvre? Le directeur a froncé les sourcils. Il a pris son interphone et a dit d'une voix ferme « Faites monter le docteur Antoine Lefebvre de l'unité de soins intensifs dans mon bureau, immédiatement. » L'air dans la pièce était devenu irrespirable. Peu de temps après, on a frappé à la porte et le docteur Lefebvre est entré. Il avait son apparence habituelle, élégante et confiante. Mais en nous voyant, moi et Élise, devant le bureau du directeur, le sourire qui flottait sur ses lèvres s'est légèrement figé. « Monsieur, le directeur, vous m'avez fait appeler ?» Le directeur, sans un mot, a désigné du menton le pot et le téléphone sur son bureau. « Expliquez-vous, docteur. » Le docteur Lefebvre a jeté un coup d'œil aux preuves, puis a regardé Élise qui tremblait. Son visage a changé un instant, mais il a rapidement retrouvé son expression calme et professionnelle. Il a soupiré et a pris un air coupable. « Monsieur le directeur et Monsieur Julien, j'assume l'entière responsabilité de cette affaire. C'est bien moi qui ai demandé à l'infirmière Moreau de faire cela. J'ai été surpris par sa franchise. Je m'attendais à ce qu'il nie habilement, mais il a avoué immédiatement. « Savez-vous ce que vous faites ?» a demandé le directeur en tapant légèrement sur son bureau. « Utilisez un médicament d'origine inconnue, non inclus dans le plan de traitement, et en secret sur une patiente. Ne savez-vous pas que c'est une violation grave du Code de la santé publique ?» Le docteur Lefebvre a hoché la tête avec une expression de profond remords. « Je le sais, monsieur le directeur, mais s'il vous plaît, écoutez mon explication. Cette pommade est le fruit de mes recherches personnelles. Elle contient un nouvel ingrédient actif extrêmement puissant, capable de stimuler et de régénérer les cellules nerveuses. Je travaille sur cette recherche depuis des années, et je crois qu'elle peut accomplir des miracles pour les patients dans un coma profond, comme Madame Chloé. » Il m'a regardé avec des yeux pleins d'une fausse compassion. « Monsieur Julien, depuis 1 an, j'ai fait de mon mieux pour soigner votre femme. Mais la médecine moderne a ses limites. Voir Madame Chloé allongée ainsi me brisait le cœur. C'est pourquoi j'ai décidé de prendre un risque, en utilisant ma propre méthode. Je voulais seulement ce qu'il y avait de mieux pour elle. Alors pourquoi l'avez-vous fait en secret ? Ai-je demandé. Si c'est un bon médicament, pourquoi ne pas l'avoir fait ouvertement ? Sans m'en informer, ni la direction de l'hôpital, le docteur Lefebvre a répondu avec une fluidité qui semblait préparée à l'avance. Parce que ma recherche est encore dans sa dernière phase d'essai clinique. Elle n'a pas encore reçu l'autorisation de l'Agence du médicament. Les procédures administratives sont très complexes et pourraient prendre des années. Je ne pouvais pas attendre. Je ne voulais pas causer de problèmes inutiles à l'hôpital, ni vous donner de faux espoirs, monsieur Julien, alors que tout était encore incertain. Je prévoyais de continuer à observer et de tout rapporter à tout le monde lorsque j'aurais des résultats concrets. Son excuse était plausible. Il avait l'air d'un médecin dévoué, prêt à enfreindre les règles pour ses patients. Même le directeur semblait un peu ébranlé, sa colère initiale s'étant quelque peu apaisée. Mais je n'y croyais pas. Mon instinct me disait que derrière ces belles paroles se cachait un terrible mensonge. Mais je n'avais aucune autre preuve pour le contredire sur le champ. Après un moment de réflexion, le directeur a pris sa décision. Pour commencer, je suspends provisoirement le docteur Lefebvre de ses fonctions de traitement de la patiente Chloé Dubois. Ce poste sera conservé par l'hôpital et fera l'objet d'une analyse indépendante. Une commission sera formée pour examiner toute cette affaire. À partir de maintenant, une autre équipe médicale prendra en charge le traitement de Madame Chloé. Monsieur Julien, l'hôpital regrette profondément cet incident et s'engage à mener une enquête approfondie pour faire toute la lumière sur cette affaire. J'ai hoché la tête, acceptant sa décision. Je n'avais pas réussi à le démasquer complètement, mais au moins, je l'avais temporairement éloigné de Chloé. C'était une première victoire. Élise et moi sommes sortis du bureau du directeur. En passant devant le docteur Lefebvre, il m'a jeté un regard.
Dans ses yeux, je n'ai pas lu de remords, mais une froideur et un avertissement tacite. Je savais que notre confrontation n'était pas terminée. Et j'avais encore une carte maîtresse dans ma manche, l'échantillon de pommade que j'avais confié à Mathieu. La confrontation dans le bureau du directeur ne m'a apporté qu'un résultat en demi-teinte. D'un côté, j'avais réussi à faire suspendre le docteur Lefebvre, assurant une sécurité temporaire à Chloé. Mais de l'autre, l'histoire qu'il avait inventée était trop parfaite, trop lisse. Il avait transformé un acte secret en un geste noble de médecin, ce qui me mettait très mal à l'aise. J'étais sûr que quelque chose n'allait pas, mais je ne pouvais pas dire exactement quoi. Les 2 jours suivants se sont écoulés dans une attente tendue. Je continuais à aller à l'hôpital tous les jours, mais maintenant, c'était une autre équipe médicale qui s'occupait de Chloé. J'étais un peu soulagé, mais l'inquiétude concernant le docteur Lefebvre et le secret de la pommade persistait. J'attendais l'appel de Mathieu, vérifiant mon téléphone sans cesse. Le 2e jour, dans l'après-midi, alors que j'épluchais une pomme au chevet de Chloé, mon téléphone a sonné. C'était Mathieu. Mon cœur s'est accéléré. Je suis sorti précipitamment dans le couloir pour répondre. « Allô, Mathieu, alors ?» La voix de Mathieu, à l'autre bout du fil, n'était pas aussi enjouée que d'habitude, mais plutôt grave. « Julien, où es-tu en ce moment? Viens tout de suite au Café X, près de mon labo. J'ai quelque chose d'important à te dire, pas par téléphone. » L'urgence dans sa voix m'a rendu anxieux. J'ai demandé à une infirmière de veiller sur Chloé un instant et j'ai foncé au lieu de rendez-vous. Mathieu m'attendait déjà dans un coin, un dossier posé devant lui. « Les résultats sont là », ai-je demandé en m'asseyant. Mathieu n'a pas répondu tout de suite, il a poussé le dossier vers moi. « Regarde par toi-même. » Je l'ai ouvert. Il était rempli de graphiques complexes et de formules chimiques que je ne comprenais absolument pas. J'ai regardé Mathieu, attendant une explication. Mathieu a poussé un profond soupir. « Julien, cette pommade est un truc complexe. Le type qui a fabriqué ça est un génie, mais un génie diabolique. » « Qu'est-ce que tu veux dire ? » « Elle contient bien un ingrédient actif très puissant avec un effet de régénération nerveuse, comme ce médecin l'a dit. Cette substance pourrait être une découverte majeure qui ferait des vagues dans le monde médical. Elle a vraiment le potentiel de traiter les lésions cérébrales. » En entendant cela, mon cœur a un peu vacillé. Et si le docteur Lefebvre avait dit la vérité? Mais Mathieu a continué, et ses mots suivants ont complètement éteint cette faible lueur d'espoir. Mais, a souligné Mathieu, en plus de cet ingrédient actif, il y a un autre composé, un sédatif neurologique très sophistiqué. Il n'endort pas instantanément comme les médicaments classiques, mais il est absorbé lentement par la peau, passe dans le sang et agit directement sur le cortex préfrontal. La partie qui gère la conscience, la cognition, la capacité à s'éveiller. Pour faire simple, tout en soignant physiquement le cerveau du patient, il verrouille fermement sa conscience pour qu'il ne puisse jamais se réveiller. Le patient est plongé dans un faux coma. Les signes vitaux, l'électroencéphalogramme, tout est parfait, mais en réalité, il est prisonnier de son propre corps. J'étais abasourdi. J'ai dû relire plusieurs fois la conclusion du rapport de Mathieu pour croire que c'était vrai. Finalement, le docteur Lefebvre ne sauvait pas Chloé, il la transformait en sujet d'expérimentation. Il la soignait et l'emprisonnait en même temps. Mais pourquoi? Pourquoi une chose aussi cruelle et insensée? J'ai serré les dents et les poings, frappant la table avec force. La rage et une douleur immense m'ont submergé. J'avais cru en un démon déguisé en ange. Après m'être un peu calmé, j'ai su que la colère seule ne suffisait pas. Pour démasquer le docteur Lefebvre, j'avais besoin de plus de preuves irréfutables. Le rapport de Mathieu était une preuve scientifique solide, mais il me fallait quelque chose qui explique ses motivations. Ce soir-là, je suis rentré chez moi le cœur lourd. Assis seul dans le salon vide, j'ai regardé le portrait des parents de Chloé posé sur la commode. Que faire maintenant? J'ai fouillé dans ma mémoire, essayant de me souvenir de chaque détail de Chloé avant l'accident, de chaque parole, pour trouver le moindre indice. Soudain, je me suis souvenu de la boîte contenant les effets personnels de Chloé que l'hôpital m'avait rendue après l'accident. Je l'avais mise dans l'armoire et je l'avais presque oubliée. Dans la confusion, je l'avais juste parcourue rapidement avant de la refermer. Être qu'il y avait quelque chose à l'intérieur. Je me suis précipité vers l'armoire et j'ai sorti la boîte. À l'intérieur,
il y avait le sac à main de Chloé, son téléphone à l'écran brisé et un trousseau de clés. J'ai tout vidé sur le lit et j'ai tout réexaminé, un par un, et cette fois, ma minutie a payé. À l'intérieur du sac à main, dans une petite poche secrète que je n'avais jamais remarquée, j'ai trouvé 3 choses. La première était une petite photo un peu usée. En la retournant, j'ai eu l'impression que mon cœur était serré dans un étau. Sur la photo, il y avait Chloé et le docteur Antoine Lefebvre. Ils n'étaient pas en blouse d'hôpital, mais en vêtements de ville, assis côte à côte dans une pièce qui semblait très confortable. Le docteur Lefebvre avait son bras autour de la taille de Chloé, et elle, la tête posée sur son épaule, arborait un sourire radieux. Un sourire heureux que je n'avais pas vu sur ses lèvres depuis très longtemps. La deuxième chose était une vieille clé, d'un type complètement différent de nos clés de maison ou de bureau, et enfin, un petit mot plié en 4. En le dépliant d'une main tremblante, j'ai reconnu l'écriture familière de Chloé. Ancien internat, chambre 404, on se retrouve là, basse. L'ancien internat, je savais où c'était. Un bâtiment abandonné situé dans un coin reculé du terrain de l'hôpital. Il servait autrefois de dortoir. La chambre 404, une relation secrète, un lieu de rendez-vous secret. Et son partenaire n'était autre que le docteur Lefebvre. Tout s'est effondré devant moi. La douleur d'avoir été trompé par celui en qui j'avais confiance n'était pas encore passée que s'y ajoutait maintenant la douleur de la trahison de la femme que j'aimais de tout mon cœur. Mon monde, mes convictions, tout s'est brisé en 1000 morceaux. J'ai serré la photo, la clé et le mot dans ma main, et je me suis effondré sur le sol. Les larmes d'un homme ont finalement coulé. Mais je savais que je ne pouvais pas m'effondrer. La vérité était plus terrible que je ne l'avais imaginé, et je devais aller jusqu'au bout pour la révéler. Ma prochaine destination était cette mystérieuse chambre 404. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi une seule seconde. La douleur de la trahison me rongeait le cœur plus profondément que n'importe quelle blessure physique. La photo de Chloé et du docteur Lefebvre, son sourire dans les bras d'un autre homme, c'était comme une flamme qui consumait mon esprit. Mais des décombres de mon désespoir est née une froide détermination. Je devais me rendre dans cette chambre 404. Je devais savoir ce qu'ils cachaient dans leur lieu de rendez-vous secret. Le lendemain matin, au lieu d'aller comme d'habitude à la chambre de Chloé, je me suis dirigé vers le fond du terrain de l'hôpital, où se trouvait le bâtiment ancien et abandonné. L'endroit contrastait totalement avec l'atmosphère animée du bâtiment principal, il était sombre et silencieux. Les mauvaises herbes poussaient en abondance, et le crépi des murs s'écaillait, laissant apparaître les vieilles briques rouges. L'air était chargé d'une odeur de moisie et d'humidité. J'ai trouvé l'escalier menant au 4e étage. La rampe en fer était rouillée, et chacun de mes pas sur les marches en ciment créait un écho sinistre dans le silence. Le 4e étage était un long couloir sombre. Seule une faible lumière filtrait à travers les fenêtres poussiéreuses. La chambre 404 se trouvait au bout du couloir. La porte en bois marron foncé était vieille, mais la serrure en laiton semblait assez neuve, contrastant avec l'aspect délabré des environs. Mon cœur battait à tout rompre. D'une main tremblante, j'ai inséré la clé que j'avais trouvée dans le sac de Chloé. Avec un clic sec, la serrure s'est ouverte. En poussant légèrement la porte, une odeur familière m'a frappé les narines. C'était l'odeur du parfum que Chloé aimait tant. Sentir ce parfum familier dans un endroit aussi étranger m'a serré le cœur. L'intérieur n'était pas une chambre d'hôpital abandonnée comme je l'avais imaginé. Elle avait été entièrement rénovée. L'espace était aménagé comme un petit studio confortable. Un lit double, une petite table et 2 chaises, une armoire et même un mini-coin cuisine avec une bouilloire et quelques tasses. Tout était propre et bien rangé, indiquant que quelqu'un venait souvent ici. C'était donc leur nid d'amour secret. J'ai balayé la pièce du regard, et mes yeux se sont arrêtés sur la tête de lit. Il n'y avait pas une, mais plusieurs photos de Chloé et du docteur Lefebvre. Une photo d'eux cuisinant ensemble, une autre lisant un livre, une autre encore buvant un café près de la fenêtre. Sur toutes les photos, ils se regardaient avec des yeux pleins d'affection. Le sourire de Chloé était éclatant et heureux. Un bonheur que moi, son mari, je n'avais pas réussi à lui apporter. Pendant que je m'enterrais dans le travail pour notre avenir, elle avait trouvé la joie ailleurs, aux côtés d'un autre homme. Je me suis approché de la petite table. Dessus,
il y avait un vieux badge. En le prenant, j'ai lu « Bénévole, Chloé Dubois ». J'étais figé. Chloé faisait du bénévolat à l'hôpital? Pourquoi ne m'en avait-elle jamais parlé? Elle me disait parfois qu'elle allait à des réunions d'amis ou à son club de lecture. Tout n'était donc que mensonge. Elle utilisait ces prétextes pour venir ici, voir le docteur Lefebvre. La colère et la douleur se sont mêlées, m'empêchant presque de respirer. J'ai commencé à tout fouiller, cherchant plus de preuves de leurs mensonges. J'ai ouvert l'armoire. À l'intérieur, quelques vêtements du docteur Lefebvre étaient mélangés à quelques robes de Chloé. Au fond de l'armoire, il y avait une petite boîte en bois, soigneusement fermée à clé. Je n'avais pas besoin de clé. J'ai forcé la fine serrure de toutes mes forces. À l'intérieur de la boîte, il n'y avait ni argent ni bijoux, mais un carnet à la couverture en cuir marron. L'écriture à l'intérieur était sans aucun doute celle de Chloé. C'était un journal intime. Mon cœur s'est emballé. C'était ça. La réponse à tout était probablement là. J'ai tourné les pages une par une. L'écriture familière de Chloé est apparue, mais son contenu était comme des milliers de lames qui me poignardaient le cœur. Dans les premières pages, Chloé parlait de notre mariage. Elle écrivait qu'elle se sentait étouffée, emprisonnée, que l'amour entre nous s'était estompé, ne laissant que la responsabilité et l'habitude. Julien est un homme bon, mais il ne me comprend pas. Il ne pense qu'à son travail et au plan d'avenir qu'il a tracé. Et j'ai l'impression de n'être qu'une partie de ce plan, pas une partenaire. Je veux être libre. Les larmes ont brouillé ma vue, étouffée, emprisonnée. Tout ce que j'avais fait, n'était-il pas pour elle, pour notre avenir? J'ai continué à lire, et le nom du docteur Lefebvre a commencé à apparaître. Elle l'avait rencontré en commençant son bénévolat à l'hôpital. Il s'était approché d'elle, l'avait écoutée, l'avait comprise d'une manière qu'elle pensait que je n'avais jamais faite. Ils sont rapidement tombés amoureux, et puis, le plan horrible a été élaboré. Sur une page de journal datant d'environ un mois avant l'accident, Chloé avait écrit « Antoine m'a parlé d'un plan. Un plan pour sortir de ce mariage sans faire trop de mal à Julien. Il a dit que si je demandais simplement le divorce, Julien s'effondrerait et essaierait de me retenir par tous les moyens. Mais si j'avais un accident et que je disparaissais pendant un certain temps, il s'habituerait lentement à mon absence. Antoine a un médicament très spécial. Il peut provoquer un coma identique à un état végétatif, indétectable par n'importe quelle machine. Je dormirai pendant un certain temps, peut être un an. Pendant ce temps, Julien recevra l'argent de l'assurance accident. Ce sera ma compensation pour lui. Et quand je me réveillerai, je dirai que j'ai perdu la mémoire, que je ne me souviens de rien de notre mariage. Alors, je pourrai commencer une nouvelle vie, libre, avec Antoine. Et il y aura aussi l'argent du contrat d'assurance vie qu'Antoine m'a fait signer. Il a dit que cet argent était nécessaire pour construire notre avenir. J'ai relu ce paragraphe plusieurs fois. Chaque mot, chaque lettre était comme un marteau qui me frappait la tête. Finalement, l'accident n'était pas un hasard. C'était une mise en scène. Le coma n'était pas un malheur. C'était une partie du plan. Ma femme, Chloé, avait accepté de simuler la mort, le coma, pour s'échapper de moi. Elle voulait partir, mais elle avait choisi la méthode la plus cruelle. Elle m'avait complètement trompé. Ma douleur, mon dévouement de la dernière année, tout n'était qu'une farce à leurs yeux. Mais il y avait une contradiction. Pourquoi le docteur Lefebvre utilisait-il un médicament qui soignait et emprisonnait la conscience en même temps? Si le but était simplement de maintenir un faux coma, pourquoi faire si compliqué? J'ai tourné les dernières pages du journal, écrites quelques jours avant l'accident. Le style de Chloé avait changé. L'excitation avait disparu, remplacée par une peur vague. Antoine est un peu étrange ces derniers temps. Il parle beaucoup de sa grande recherche, de contrôler la conscience humaine. Il a dit que mon accident serait l'occasion parfaite pour tester son nouveau médicament. J'ai un peu peur. Je veux juste être libre, pas être le cobaye de quelqu'un. Mais Antoine m'a rassuré. Il a dit que tout était sous contrôle. Il a dit qu'il m'aimait et qu'il ne me ferait jamais de mal. En lisant cela, j'ai tout compris. La vérité était plus terrible que le plan de fraude à l'assurance. La naïve Chloé, qui voulait trouver la liberté, était devenue la proie d'un homme bien plus dangereux. Le docteur Lefebvre ne voulait pas seulement l'argent. Il avait utilisé le plan de Chloé pour faire d'elle le rat de laboratoire de sa recherche insensée. Il n'avait pas l'intention de la laisser se réveiller comme prévu.
Il avait l'intention de la garder dans cet état pour toujours. Le journal est tombé de mes mains. La trahison de Chloé était douloureuse, mais la perversité du docteur Lefebvre était 1000 fois plus effrayante. Il nous avait trompés tous les deux, Chloé et moi. Il avait fait de nous les marionnettes de sa pièce de théâtre. Et maintenant, la pièce n'était pas encore terminée. Je savais que la vie de Chloé, et être la mienne, était réellement en danger. En sortant de la chambre 404, je marchais comme un somnambule. Les preuves que j'avais rassemblées, le journal et le contrat d'assurance, pesaient lourd dans ma poche, mais bien moins que la douleur dans mon cœur. Tout était si clair, un plan cruellement parfait. Mais il y avait encore quelque chose qui clochait dans le fait que le docteur Lefebvre utilisait Chloé pour ses recherches. Si c'était seulement pour l'expérimentation, pourquoi avait-il besoin d'un contrat d'assurance vie de 500 000 euros? Et si son but final n'était pas de maintenir Chloé dans le coma, mais sa mort? À ce moment-là, mon téléphone a de nouveau sonné. C'était encore Mathieu. Cette fois, sa voix était encore plus urgente qu'avant. « Julien, fais très attention. Je viens de découvrir quelque chose de plus terrible dans l'échantillon. Quoi d'autre? Ai-je demandé d'une voix rauque. Il y avait un troisième ingrédient, une toxine extraite d'une plante, à effet très lent. Elle s'accumule progressivement dans le corps, et à la dose que tu as décrite, appliquée chaque nuit, j'ai calculé qu'elle atteindrait un niveau capable de provoquer une insuffisance rénale aiguë d'ici 1 ou 2 semaines. La victime semblerait mourir très naturellement de complications liées à son long alitement, et une autopsie normale ne le détecterait jamais. Ce salaud de médecin ne voulait pas seulement que ma femme soit dans le coma. Il voulait la tuer. Julien, il voulait la tuer pour toucher l'assurance. Chaque mot de Mathieu était le coup de marteau final qui brisait tous les doutes restants. Ce n'était pas une expérience scientifique, c'était un plan de meurtre calculé dans les moindres détails. Il utilisait un médicament à effet curatif pour tromper tout le monde, en s'assurant que toutes les constantes de Chloé soient parfaites pour que personne ne se doute de rien. Il utilisait un suppresseur de conscience pour s'assurer que Chloé ne se réveille pas et ne le dénonce pas. Et enfin, il utilisait une toxine à effet lent pour mettre fin à sa vie, proprement et sans laisser de traces. 500 000 euros, c'était le prix de la vie de Chloé. Il avait utilisé l'amour pour attirer Chloé dans son piège et son désir de liberté pour faire d'elle l'instrument de son plan meurtrier. Un frisson glacial a parcouru mon échine. Maintenant, j'étais le seul à connaître toute la vérité. Le journal, le rapport d'analyse de Mathieu. J'avais les preuves pour envoyer le docteur Lefebvre en prison. Cela signifiait aussi que j'étais sa prochaine cible. Il n'allait pas me laisser vivre et tout révéler. Je devais agir très vite, mais aussi très prudemment. Je ne pouvais pas aller directement à la police. Le docteur Lefebvre était un médecin respecté. Il pouvait facilement nier les accusations. Il pouvait dire que j'avais fabriqué les preuves par jalousie. J'avais besoin d'aveux. Je devais le faire avouer tout lui-même. J'ai serré mon téléphone. Un plan a commencé à se former dans ma tête. Je vais l'affronter, le pousser à dire la vérité. J'ai envoyé un message à Mathieu. Envoie-moi le rapport d'analyse complet par email. En même temps, fais une sauvegarde de toutes les preuves sur une clé USB et mets-la en lieu sûr. Si tu n'as pas de nouvelles de moi dans les 24 heures, va à la police avec tout ça. Ensuite, j'ai appelé le docteur Lefebvre. Sa voix, à l'autre bout du fil, était effroyablement calme. « Allô, monsieur Julien. Il faut qu'on parle, docteur. » J'ai essayé de ne pas laisser ma voix trembler. Ce soir, à 21 h, dans le jardin central de l'hôpital. Vous et moi, seuls. Il y a eu un court silence. J'imaginais son front se plisser, calculant. Y a-t-il quelque chose d'important? Vous savez mieux que moi de quoi il s'agit. J'ai fait des allusions à la chambre 404, au contrat d'assurance et à son médicament expérimental. Vous voudrez entendre ce que j'ai trouvé. De nouveau, un silence, plus long cette fois. Finalement, il a répondu d'une voix froide comme la glace. Très bien, 21 h, ne soyez pas en retard. J'ai raccroché, et j'ai expiré. La partie touchait à sa fin. Ce soir, dans ce jardin, tous les secrets seraient révélés. Ce serait une nuit fatidique, une confrontation à la vie, à la mort. Quand l'horloge a sonné 21 h, j'étais arrivé dans le jardin central de l'hôpital. C'était un lieu assez fréquenté en journée, mais la nuit, il devenait très calme et désert.
Sous les faibles lumières jaunes, les parterres de fleurs et les arbres projetaient des ombres étranges sur les allées de gravier. L'air frais était imprégné d'une odeur de terre humide et de jasmin de nuit. J'ai choisi un banc de pierre dans le coin le plus reculé, d'où je pouvais observer l'entrée. Le téléphone dans la poche de mon manteau était en mode enregistrement. Je savais que c'était très dangereux, mais c'était le seul moyen d'obtenir des preuves contre le docteur Lefebvre. À 20 et 1 heure précise, la grande silhouette mince du docteur Lefebvre est apparue. Il ne portait plus sa blouse blanche, mais des vêtements sombres qui le fondaient presque dans l'obscurité. Il a marché droit vers moi, d'un pas assuré, sans hésitation. « Vous êtes en avance », a-t-il dit d'un ton moqueur. Il ne s'est pas assis, mais est resté debout en face de moi, les mains dans les poches, dans une posture arrogante. Je n'ai pas l'habitude d'être en retard à un rendez-vous important, ai-je rétorqué en le regardant droit dans les yeux. Alors, vous avez trouvé quelque chose d'intéressant dans ce trou paumé ? A-t-il demandé avec un sourire en coin. Un sourire que je détestais. Il ne semblait plus avoir l'intention de se cacher. J'ai trouvé un journal intime, ai-je dit lentement, en appuyant sur chaque mot, et un contrat d'assurance vie de 500 000 €. Le bénéficiaire, c'est vous. Le sourire a disparu du visage du docteur Lefebvre, remplacé par une expression d'une froideur effrayante. Vous avez donc tout découvert, plus vite que je ne le pensais. Je vous ai sous-estimé, monsieur Julien. Vous l'avez trompé, ai-je dit à voix basse. La colère que j'avais longtemps réprimée commençait à bouillir. Vous avez utilisé ses sentiments, son désir de liberté, pour en faire un sujet d'expérimentation, un instrument pour votre plan meurtrier. Le docteur Lefebvre a éclaté de rire. Dans la nuit calme, son rire strident a résonné. Trompé ? Non. J'appelle ça une convergence d'intérêts. Chloé avait besoin de liberté, et moi, j'avais besoin d'un sujet parfait pour mes recherches et des fonds pour les poursuivre. On s'est juste entradé. Elle a juste été un peu naïve de croire qu'elle pourrait s'en tirer si facilement. Vos recherches, ce poison à double effet, qui prétend soigner tout en emprisonnant, et qui ajoute une toxine pour tuer. Ce n'est pas de la recherche, c'est un crime. Le docteur Lefebvre a froncé les sourcils et a pris un air étrangement sérieux. Qu'est-ce que vous en savez ? Savez-vous à quel point la médecine progresserait si nous pouvions contrôler entièrement le cerveau humain ? Plus de maladies mentales, plus de crimes. Je construis un avenir meilleur. Et pour y parvenir, le sacrifice de quelques individus est inévitable. Chloé devrait être honorée de contribuer à une si grande cause. L'arrogance et la folie de ses paroles m'ont laissé sans voix. Il n'était pas seulement un criminel motivé par l'argent, c'était un monstre qui se prenait pour un dieu. Donc, vous avouez tout, ai-je demandé en serrant le téléphone dans ma poche. Et si j'avoue ? Il s'est rapproché de moi et a chuchoté d'un ton menaçant. Qu'est-ce que vous croyez pouvoir faire ? Avec ce téléphone dans votre poche ? Vous pensez pouvoir sortir d'ici vivant avec cet enregistrement ? À ce moment-là, une voix faible mais pleine de rage a retenti depuis un buisson proche. Tu m'as trompé. Le docteur Lefebvre et moi avons sursauté et nous sommes retournés. Une silhouette chancelante est sortie du buisson, se tenant à un arbre pour ne pas tomber. Sous la lumière jaune, j'ai reconnu le visage pâle et émacié de Chloé. D'une manière ou d'une autre, elle s'était réveillée. L'apparition de Chloé était totalement inattendue. L'expression du docteur Lefebvre est passée de l'assurance à la stupeur la plus totale, puis à la panique. Il la regardait, comme s'il voyait un fantôme. « Toi, qu'est-ce que tu fais là ? Quand est-ce que tu t'es réveillé ?» Chloé n'a pas répondu à sa question. Elle se tenait fermement à l'arbre. Son corps était faible et tremblant, mais son regard brûlait de haine. « J'ai entendu tout ton plan. Tu voulais me tuer pour l'assurance. Tu m'as trompé. » Pour le docteur Lefebvre, le réveil et l'accusation de Chloé étaient une condamnation à mort. Tous ces plans, toutes ces dissimulations s'effondraient complètement. À cet instant, le masque du médecin intelligent et calme s'est brisé en 1000 morceaux, révélant le véritable démon qui se cachait derrière. « Tu as tout gâché », a-t-il grogné en direction de Chloé. Ses yeux étaient injectés de sang, remplis d'une intention meurtrière. Il s'est précipité vers elle. Mes réflexes ont été plus rapides que ma pensée. Je me suis interposé entre Chloé et le docteur Lefebvre, me jetant sur lui. « Ne la touche pas !» Mais la folie s'était emparée du docteur Lefebvre, et il ne se souciait plus de moi. Dans sa main, un objet métallique tranchant brillait.
Sous la lumière, j'ai reconnu un scalpel, une arme mortelle dans les mains d'un médecin. « Vous allez mourir tous les deux !» a-t-il crié en brandissant le scalpel vers moi. J'ai reculé, et j'ai heurté Chloé qui était derrière moi. Je savais que je ne pouvais pas affronter un fou armé à main nue. Dans ce moment critique, je me suis souvenu de ce que j'avais préparé. Avant de venir ici, j'avais eu l'intuition que j'aurais besoin de quelque chose pour me défendre. J'avais acheté une petite bombe lacrymogène et l'avais mise dans la poche de mon manteau. Alors que le docteur Lefebvre se préparait à attaquer de nouveau, j'ai rapidement sorti la bombe. Au moment où il s'était lancé, j'ai visé son visage et j'ai appuyé sur le bouton. Un jet de gaz puissant a jailli. Le docteur Lefebvre a poussé un cri de douleur, se couvrant le visage de ses deux mains. Le scalpel est tombé sur le sol avec un cliquetis. Il titubait, proférant des jurons de rage et de douleur. Profitant de l'occasion, j'ai poussé Chloé derrière moi, et je me suis précipité pour donner un grand coup de pied dans le scalpel, l'envoyant loin. À ce moment précis, des sirènes de police ont retenti bruyamment du côté de l'entrée de l'hôpital. Elles se rapprochaient, leurs gyrophares bleus et rouges clignotants. En même temps, on a entendu le bruit de pas précipités et les cris des agents de sécurité. Avant de venir au rendez-vous, j'avais appelé un ami qui travaillait au commissariat le plus proche. Je lui avais parlé de mes soupçons et de ce rendez-vous dangereux, et je lui avais demandé de se tenir prêt à proximité. Le cri du docteur Lefebvre avait été le signal pour eux d'intervenir. En quelques secondes, la police et les agents de sécurité ont déferlé et nous ont encerclés. Le docteur Lefebvre, toujours en proie à la douleur du gaz, a été rapidement maîtrisé et menotté. Le chaos passé, un silence étrange s'est installé. En me retournant, j'ai vu Chloé effondrée sur le sol, respirant bruyamment. Je me suis précipité pour la soutenir. « Chloé, ça va ?» Elle a levé vers moi des yeux remplis de larmes. Je ne saurais dire combien d'émotions se mêlaient dans son regard, la peur, le regret, une douleur indicible. Elle a secoué la tête faiblement, sans un mot, puis s'est évanouie dans mes bras. Le personnel médical est arrivé en courant et l'a mise sur un brancard. J'ai regardé, abasourdi, le brancard être emmené en urgence, le docteur Lefebvre être emmené par la police. La pièce était terminée, mais les cicatrices qu'elle avait laissées dans le cœur de chacun ne guériraient probablement jamais. Chloé a été transférée dans une chambre privée, avec des policiers montant la garde à l'extérieur pour sa sécurité. Heureusement, son évanouissement était principalement dû au choc et à l'épuisement. La seule blessure qu'elle avait subie lors de l'affrontement avec le docteur Lefebvre était une coupure superficielle, au bras, rien de grave. J'étais assis à son chevet, la regardant en silence. La chambre était silencieuse, seul le son des machines et la respiration régulière de Chloé se faisaient entendre. Elle s'était réveillée depuis quelques heures, mais aucun de nous n'avait encore adressé la parole à l'autre. Le silence actuel était plus lourd que 1000 reproches. Je savais qu'elle avait beaucoup de choses à dire, et moi, un nombre incalculable de questions à poser. Mais par où commencer ? Dans ce champ de ruines de tromperie et de trahison, c'est finalement Chloé qui a rompu le silence. Sa voix était faible et rauque, après un an sans parler. « Julien !» Je n'ai pas répondu. Je me suis contenté de lever la tête et de la regarder. « Je suis désolé. » Ces deux mots sont sortis difficilement de ses lèvres, et des larmes ont commencé à couler sur ses joues pâles. Pourquoi ? C'est la seule question que j'ai posée, celle qui me tourmentait depuis plusieurs jours. Chloé a fermé les yeux, comme pour trouver le courage d'affronter la vérité. « Parce que j'étais lâche », a-t-elle murmuré. « Notre mariage, pour toi, il était peu, être parfait, mais pour moi, c'était une cage dorée. Tu étais toujours occupé par ton travail, par tes grands projets pour l'avenir. Tu faisais tout pour moi, mais tu ne m'as jamais demandé ce que je voulais vraiment. Je me sentais étouffé, emprisonné. » Elle a déroulé son histoire, de son point de vue. Le sentiment de solitude dans sa propre maison, sa rencontre avec le docteur Lefebvre en faisant du bénévolat à l'hôpital. Il était apparu comme un sauveur, l'écoutant, la comprenant, lui donnant l'attention dont elle avait soif. Quand il a proposé ce plan, a poursuivi Chloé d'une voix tremblante, j'ai accepté. Je pensais que c'était la meilleure solution. Je pouvais partir et commencer une nouvelle vie. Et toi, tu aurais l'argent de l'assurance en compensation. Je me suis menti à moi-même en pensant que ça te ferait moins de mal qu'un divorce brutal. C'était tellement stupide. Alors,
Comment t'es-tu réveillé? Ai-je demandé, ma voix toujours dépourvue d'émotion. Après que tu aies fait suspendre le docteur Lefebvre, a-t-elle expliqué. L'infirmière Élise n'est plus venue dans ma chambre la nuit. Plus de pommade, et la nouvelle équipe médicale a changé certains médicaments dans ma perfusion. Il y a environ 2 jours, j'ai commencé à reprendre conscience, mais je ne pouvais pas bouger mon corps. J'entendais, je sentais, mais je ne pouvais pas réagir. J'étais prisonnière de mon propre corps. J'ai entendu les infirmières parler de la façon dont tu avais dénoncé le docteur Lefebvre, de la confrontation dans le bureau du directeur. C'est là que j'ai compris qu'il n'avait jamais eu l'intention de me laisser me réveiller. Ce soir, quand les infirmières ont dit que tu allais rencontrer le docteur Lefebvre dans le jardin, j'ai eu si peur qu'il te fasse du mal. Je ne sais pas comment, mais cette peur m'a donné de la force. J'ai lutté de toutes mes forces pour bouger un doigt, puis ma main. J'ai arraché l'aiguille de la perfusion, et je suis à peine parvenu à descendre du lit. J'ai suivi le son de vos voix, et je suis arrivé juste au moment où il prononçait ces derniers mots. En écoutant l'histoire de Chloé, la colère dans mon cœur s'est quelque peu apaisée, laissant place à un sentiment de vide et de fatigue. Elle m'avait trahi. C'était un fait indéniable. Mais elle était aussi une victime, manipulée par un homme encore plus pervers. Et les problèmes de notre mariage, ma propre indifférence en était en partie responsable. Je me suis levé, et je suis allé à la fenêtre, regardant l'obscurité dehors. « Repose-toi », ai-je dit sans me retourner. « On pensera à tout ça plus tard. » Je ne savais pas ce que ce plus tard nous réservait. Le pardon était-il possible? Pouvait-on recoller les morceaux? Je n'avais pas de réponse. Tout ce que je savais, c'est que la plus grande tempête était passée, mais qu'elle n'avait laissé derrière elle qu'un champ de ruines désolé, et que nous devions tous les deux apprendre à le déblayer. Quelques jours après la confrontation fatidique, tout a commencé à suivre son cours légal. Le docteur Lefebvre a été placé en détention provisoire pour l'enquête. Avec ses aveux enregistrés et nos témoignages, à Chloé et à moi, l'affaire semblait close. Mais un rebondissement inattendu a révélé que l'ampleur de l'affaire était bien plus grande que je ne l'avais imaginé. Un jour, alors que j'étais à l'hôpital avec Chloé, l'infirmière Élise Moreau est venue me trouver. La jeune infirmière n'avait plus l'air effrayée ou paniquée comme avant. Au lieu de cela, elle semblait étrangement calme et déterminée. « Monsieur Julien, j'ai quelque chose à vous donner, à vous et à la police. » elle dit d'une voix ferme. Elle m'a tendu une petite clé USB. « Qu'est-ce que c'est ?» ai-je demandé, surpris. « Tous les crimes du docteur Lefebvre », a répondu Élise. Une profonde tristesse a soudain voilé son regard. « Vous pensez probablement que j'étais une marionnette menacée par lui. Ce n'est qu'en partie vrai. En fait, je l'ai délibérément laissé m'utiliser. » Puis, Élise m'a raconté une histoire encore plus terrible. Il y a 3 ans, sa sœur aînée avait également eu un accident de la route et était tombée dans un coma profond. Elle avait été soignée dans ce même hôpital, et son médecin référent n'était autre que le docteur Lefebvre. À l'époque aussi, il avait parlé à ma famille d'une thérapie expérimentale spéciale, a dit Élise, la voix étranglée par l'émotion. Il a dit qu'il pouvait faire des miracles. Ma famille l'a cru. Nous avons mis tous nos espoirs en lui. Sur le papier, les constantes de ma sœur s'amélioraient de jour en jour, mais elle ne s'est jamais réveillée. Et un jour, elle est décédée d'une insuffisance rénale soudaine. À l'époque, tout le monde a pensé que c'était la fatalité. Mais Élise n'y croyait pas. Elle avait toujours senti qu'il y avait quelque chose d'étrange dans la mort de sa sœur. Ce doute l'a poussée à faire des études d'infirmière. Après son diplôme, elle a postulé pour travailler dans le service du docteur Lefebvre, dans le seul but d'enquêter secrètement sur lui. J'ai dû faire semblant d'être naïve et faible, a poursuivi Élise, pour qu'il me fasse confiance et me choisisse pour faire son sale boulot. Je savais qu'il faisait quelque chose de suspect à Madame Chloé, comme il l'avait fait à ma sœur. Quand je suis allé dans son bureau personnel pour une course, j'ai copié toutes ses données de recherche sur cette clé USB. Je tenais la clé USB dans ma main, et elle me semblait peser 1 tonne. Je ne savais pas comment exprimer mon admiration pour cette jeune femme. Pour venger sa sœur, elle avait seule traqué la vérité et affronté le danger. Ce soir-là, j'ai remis la clé USB à la police. Ce qu'ils ont trouvé à l'intérieur a été un choc énorme. La clé contenait des dossiers médicaux complets, des notes de recherche et même des vidéos, des expériences du docteur Lefebvre. Les victimes n'étaient pas seulement Chloé et la sœur d'Élise.
Au cours des dernières années, il y avait eu au moins 5 autres patients dans le coma. Le scénario était toujours le même. Le docteur Lefebvre approchait la famille, proposait une méthode expérimentale. Les constantes des patients s'amélioraient faussement. Et finalement, ils mouraient tous d'une mort déguisée en mort naturelle. Le docteur Lefebvre n'était pas un médecin qui avait dérapé. C'était un tueur en série, en blouse blanche. Il avait profité de la douleur et de l'espoir des familles pour mener ses expériences inhumaines. Le contrat d'assurance de Chloé n'était qu'une source de financement secondaire pour sa folle recherche. Avec ses preuves irréfutables, le docteur Lefebvre était complètement acculé. Ses crimes ne pouvaient plus être dissimulés. Et la vengeance silencieuse d'une jeune infirmière nommée Élise Moreau avait finalement rendu justice, non seulement à sa sœur, mais aussi à toutes les autres victimes innocentes. Je pensais que lorsque tous les crimes du docteur Lefebvre seraient révélés, tout serait terminé. Mais je me trompais. Même en prison, ce démon pouvait encore étendre ses griffes. L'incident s'est produit un après-midi, 2 jours après avoir remis la clé USB à la police, alors que je rentrais de l'hôpital en voiture. Une berline noire sans plaque d'immatriculation m'a soudainement forcé à m'arrêter. 2 hommes grands et costauds en sont sortis. Avant que je puisse réagir, ils m'ont tiré de la voiture et m'ont plaqué sur le nez et la bouche un chiffon imbibé d'un produit à l'odeur âcre. Tout est devenu noir. Quand je me suis réveillé, j'étais dans une pièce humide et sombre, probablement un entrepôt abandonné. Mes mains et mes pieds étaient solidement attachés à une chaise en métal. Ma tête était encore embrumée par le produit anesthésiant. Réveillé, une voix a retenti dans l'obscurité. Les 2 hommes de tout à l'heure sont apparus. L'un d'eux tenait une tablette, et sur l'écran, il y avait le visage du docteur Lefebvre. Il était en appel vidéo. Il portait une tenue de prisonnier, mais son expression était toujours aussi arrogante et effroyablement confiante. « Bonjour, monsieur Julien », a dit le docteur Lefebvre d'une voix neutre à travers les haut-parleurs. Surpris. Vous pensiez que m'envoyer en prison mettrait fin à tout ça? Trop naïf. Qu'est-ce que tu veux? Ai-je grogné en essayant de me débattre, mais les cordes étaient trop serrées. Justice, a répondu le docteur Lefebvre. Vous avez ruiné ma grande œuvre, l'avenir de l'humanité. Maintenant, vous allez corriger cette erreur. J'ai préparé une déposition. Vous y admettrez avoir fabriqué des preuves pour me piéger par jalousie. Que vous avez tout manigancé avec cette infirmière. Et le plus important, vous admettrez avoir provoqué intentionnellement l'accident de Chloé pour toucher l'assurance. Tu es fou, ai-je crié. Jamais je ne signerai cette merde. Le docteur Lefebvre a ri. Vous signerez. Parce que sinon, ce n'est pas seulement vous qui serez en danger, mais aussi Chloé. Vous savez, mes hommes sont encore dehors. Ils peuvent facilement s'infiltrer de nouveau dans l'hôpital. Cette fois, ce ne sera pas de la recherche. Peut être une injection de potassium. Rapide, sans laisser de traces. Les gens penseront qu'elle est morte de complications après son long coma. C'est très plausible, n'est-ce pas? Sa menace m'a glacé le sang. Il utilisait Chloé pour me faire chanter. Ce démon ne reculait devant rien. Vous voyez, a poursuivi le docteur Lefebvre d'une voix excitée, mon plan final n'était pas seulement l'argent. L'argent n'était qu'un moyen. Mon but, comme je l'ai dit, était de contrôler la conscience humaine. Mon produit peut non seulement réparer les dommages, verrouiller la conscience, mais aussi effacer ou implanter des souvenirs. Imaginez. Un monde sans crime, sans tristesse due à des souvenirs terribles. J'étais si près du succès, et vous avez tout gâché. Vous devez payer. J'ai fixé le visage du fou à l'écran. Il n'était pas seulement un meurtrier. Il croyait sincèrement en ce qu'il faisait. Il croyait accomplir une mission noble et était prêt à tout écraser pour atteindre son but. Les 2 hommes ont posé une feuille de papier et un stylo sur une vieille table devant moi. Réfléchissez bien, monsieur Julien. Votre vie et celle de la femme que vous aimez dépendent de cette signature. L'écran de la tablette s'est éteint. J'étais laissé seul dans l'obscurité, face à un choix cruel, sauver mon honneur ou la vie de Chloé. J'étais assis dans le noir, le désespoir m'envahissant. Le docteur Lefebvre m'avait acculé, sans me laisser d'issue. Le temps passait lentement, et chaque seconde qui s'écoulait augmentait mon angoisse pour la sécurité de Chloé. Quelques heures plus tard, la porte de l'entrepôt s'est rouverte. Cette fois, en plus des 2 hommes de main, le docteur Lefebvre lui-même est entré.
Il portait toujours sa tenue de prisonnier, mais il s'était visiblement évadé. Son visage portait les marques de la fatigue, mais ses yeux brillaient d'une lueur fanatique. « Vous avez pris votre décision » a-t-il demandé en tirant une autre chaise pour s'asseoir en face de moi. « Comment t'es-tu évadé » ai-je demandé pour gagner du temps. Le docteur Lefebvre a esquissé un sourire, un petit tour de passe-passe. Simuler une crise cardiaque pendant le transfert, profiter de la confusion. Ce n'est pas difficile pour un médecin. Mais nous ne sommes pas là pour parler de ça. Il m'a regardé avec des yeux qui semblaient lire dans mes pensées. Je suppose que vous ne comprenez toujours pas l'importance de mon travail. Vous me voyez encore comme un tueur motivé par l'argent, n'est-ce pas? Il a secoué la tête, son regard se perdant soudain dans le lointain. Savez-vous que j'avais un frère? Un génie, 100 fois plus brillant que moi en biochimie. C'est lui qui a trouvé le premier le moyen d'entrer dans le cerveau humain pour le réparer. Il a commencé son histoire. Son frère, Fong, était aussi un scientifique. Il avait consacré sa vie à la recherche d'un composé capable de régénérer les cellules nerveuses, rêvant de guérir des maladies comme Alzheimer, Parkinson et les lésions cérébrales irréversibles. Il avait presque réussi, a poursuivi le docteur Lefebvre, la voix légèrement tremblante. Ses recherches ont attiré l'attention de certaines entreprises militaires. Il ne voulait pas l'utiliser pour sauver des gens. Il voulait l'utiliser pour créer des super-soldats. Des soldats sans peur, insensibles au traumatisme psychologique post-guerre. Il voulait faire de l'invention de mon frère une arme. Fong avait refusé de coopérer, et le prix à payer avait été sa vie. Ils avaient maquillé sa mort en accident d'explosion de laboratoire. La haine était palpable dans la voix du docteur Lefebvre. Ils ont annoncé que mon frère était mort dans un accident regrettable lors d'une expérience dangereuse. Ils lui ont tout pris, tous les résultats de ses recherches. Mais ils se sont trompés. Avant de mourir, mon frère m'avait envoyé une sauvegarde de toutes ces données, avec un dernier message. Termine ceci. Mais ne le laisse pas tomber entre de mauvaises mains. J'étais choqué en écoutant son histoire. Derrière sa folie, se cachait une tragédie, la douleur de la perte et un serment de vengeance. J'ai repris l'héritage de mon frère, les yeux du docteur Lefebvre brillaient. Je l'ai porté à un nouveau niveau. Non seulement pour guérir, mais aussi pour contrôler. Mon frère voulait seulement sauver les gens, mais j'ai compris que le meilleur moyen de sauver le monde, c'était de le contrôler. Si je peux effacer les souvenirs qui mènent au crime, si je peux éradiquer la maladie mentale, ce monde sera meilleur. Plus de guerre, plus de meurtres, c'est ma façon de venger mon frère. Créer un monde où les gens comme eux ne peuvent pas exister. Il s'est levé et a fait les 100 pas dans la pièce. Chaque mot qu'il prononçait révélait une foi fanatique. Chloé et les autres, ce ne sont pas des victimes. Ce sont des pionniers, des sacrifices pour une cause plus noble. Et vous, Monsieur Julien, vous vous mettez en travers de mon chemin, le chemin vers un avenir parfait. Je le regardais, non plus comme un criminel, mais comme un homme brisé par la douleur et l'obsession, qui s'était trop éloigné sur un chemin qu'il croyait juste. Alors, tu veux que je signe ce papier, que je te laisse libre pour que tu puisses continuer tes recherches insensées. Oui, a-t-il dit en s'arrêtant pour me regarder droit dans les yeux. Signez. Alors vous vivrez, et Chloé sera en sécurité. Donnez-moi juste assez de temps pour tout terminer et disparaître. Je vous promets de vous laisser libre. Mais je savais qu'une promesse du diable n'avait aucune valeur. Ma récalcitrance sembla attiser la fureur du docteur Lefebvre. Il fit un signe à ses 2 hommes de main. Ils se sont approchés. L'un m'a saisi fermement les épaules, l'autre m'a attrapé la mâchoire pour m'ouvrir la bouche de force. Le docteur Lefebvre s'est approché avec une seringue contenant un liquide bleu pâle. Si tu ne veux pas coopérer, je vais juste te faire dormir. Un très long sommeil, a-t-il sifflé. À ce moment précis, la porte de l'entrepôt a été défoncée. La lumière de l'extérieur nous a aveuglés. Une silhouette a fait irruption comme une tornade. C'était Élise. Elle n'était pas seule. Derrière elle, 2 hommes en civil, mais à l'allure très agile, la suivaient. « Police, jetez vos armes !» a crié l'un des 2 hommes. Les hommes de main du docteur Lefebvre se sont figés un instant. Profitant de l'occasion, j'ai donné un coup de tête de toutes mes forces dans le ventre de celui qui me tenait, et en même temps, j'ai donné un coup de pied dans les parties de celui qui m'ouvrait la bouche. Dans la confusion, Élise s'est précipitée et,
avec un tuyau en fer qu'elle a ramassé par terre, a frappé violemment la main du docteur Lefebvre qui tenait la seringue. La seringue s'est brisée en 1000 morceaux, le liquide bleu éclaboussant partout. Il s'est avéré que, n'arrivant pas à me joindre, Mathieu avait eu un mauvais pressentiment. Il avait appelé Élise, et elle, usant de son intelligence et de ses contacts, avait réussi à suivre les déplacements des proches du docteur Lefebvre et avait alerté une équipe spéciale de la police. Le combat a été bref. Les 2 hommes de main ont été rapidement maîtrisés par les 2 policiers. Voyant que la situation était désavantageuse, le docteur Lefebvre a ramassé un morceau de verre brisé, l'a placé sous la gorge d'Élise et l'a prise en otage. « N'approchez pas, ou je la tue », a-t-il grogné, les yeux fous de rage. « Calmez-vous, Lefebvre », ai-je crié en gardant mes distances. « Vous n'avez plus nulle part où aller. » La ferme. Il a traîné Élise vers la sortie de secours à l'arrière de l'entrepôt. Je ne me laisserai jamais prendre. Mes recherches doivent être achevées. Profitant de notre hésitation, il a violemment poussé Élise vers nous et s'est rapidement échappé par la porte de secours. Quand nous sommes sortis à sa poursuite, nous n'avons entendu que le bruit d'un moteur de moto qui disparaissait dans une ruelle. Il s'est enfui, a dit un policier. Où a-t-il pu aller? L'hôpital, avons-nous dit, Élise et moi, presque en même temps. Chloé. Chloé est sa dernière carte. Il ne l'abandonnera pas. Il a besoin d'elle, soit pour continuer ses recherches, soit pour faire taire le témoin le plus important. Dans une angoisse extrême, nous sommes immédiatement montés en voiture et avons foncé vers l'hôpital. Quand nous sommes arrivés, c'était déjà le chaos. Le docteur Lefebvre, avec ses connaissances de médecin, avait facilement semé la police et s'était infiltré. Il avait neutralisé le système de caméras de sécurité et s'était barricadé dans la chambre de Chloé. On ne peut pas défoncer la porte. Il y a la patiente à l'intérieur. On ne sait pas ce qu'il pourrait faire, a dit un agent de sécurité. Il n'y a pas d'autre moyen d'entrer? Ai-je demandé, le cœur serré. Élise a réfléchi un instant, puis ses yeux se sont illuminés. Le système de ventilation. Les chambres spéciales ont chacune un système de ventilation indépendant, et l'entrée est sur le toit. Sans une seconde d'hésitation, Élise et moi avons couru vers l'escalier menant au toit. 2 policiers nous suivaient, rapportant la situation en continu par radio. C'était notre dernière chance. Nous devions entrer dans cette chambre avant que le docteur Lefebvre ne fasse du mal à Chloé. Le conduit de ventilation était étroit, sombre et plein de poussière. Je rampais en premier, Élise juste derrière moi. Nous devions nous guider à la faible lueur de nos écrans de téléphone. Les seuls bruits dans cet espace confiné étaient les battements de mon cœur et la respiration allaitante d'Élise. En nous basant sur les plans dont Élise se souvenait, nous avons trouvé l'emplacement de la grille de ventilation menant à la chambre de Chloé. J'ai délicatement retiré la grille en métal qui bloquait l'entrée. La scène que nous avons vue d'en haut était terrifiante. Le docteur Lefebvre était debout près du lit. Il avait dû injecter un produit à Chloé, car elle semblait groggy, mais encore consciente. Dans ses mains, il tenait un étrange appareil médical ressemblant à un casque avec plusieurs fils. Il essayait de mettre ce casque sur la tête de Chloé. « Sois sage, Chloé », sa voix résonnait, douce et diabolique à la fois. Juste un petit moment, tous les mauvais souvenirs, toutes mes erreurs, et ce mari encombrant. Tout va disparaître. Tu seras purifié, et tu seras à moi seul. Tu seras ma plus grande réussite. Il essayait d'effacer la mémoire de Chloé. Je ne pouvais plus attendre. J'ai fait un signe à Élise et j'ai sauté du conduit de ventilation, atterrissant sur le sol avec un bruit sourd. Le docteur Lefebvre a sursauté et s'est retourné. En me voyant, il a poussé un grognement de fureur. « Tu n'es toujours pas mort? Pas avant que tu aies payé pour tes crimes », ai-je crié en me précipitant sur lui. Le docteur Lefebvre a attrapé une paire de ciseaux sur le plateau de matériel médical et m'a attaqué frénétiquement. J'ai esquivé, mais il m'a éraflé le bras, et le sang a commencé à couler. Élise a également sauté. Elle s'est approchée de Chloé et a essayé de lui enlever l'étrange appareil de la tête. Un combat acharné s'est engagé dans la chambre exiguë. Le docteur Lefebvre, en proie à la folie, était d'une force terrifiante. Il m'a fait tomber au sol et a levé les ciseaux pour me poignarder à la poitrine. « Arrête !» Une voix faible mais ferme a retenti. Le docteur Lefebvre et moi nous sommes figés et nous sommes retournés. Chloé, bien que groggy par le médicament, avait levé son propre téléphone.
L'écran était allumé, et l'enregistrement était en cours. Tout ce que tu as dit, tout ce que tu allais faire, a dit difficilement Chloé. Tout est enregistré, Antoine. Pendant que le docteur Lefebvre essayait de la manipuler, il s'était vanté avec arrogance de son plan, d'effacer ses souvenirs, de la faire sienne. Et Chloé, même sous l'effet du médicament, avait eu assez de lucidité pour saisir cette dernière chance. Elle avait secrètement activé le mode enregistrement de son téléphone, qu'elle gardait toujours sur sa table de chevet. L'apparition de cet enregistrement a été le coup de grâce final. Le docteur Lefebvre s'est arrêté net. Son visage est passé de la fureur à la défaite totale, et les ciseaux qu'il tenait dans sa main sont tombés au sol. À ce moment-là, la police a défoncé la porte et a fait irruption. Ils ont rapidement maîtrisé le docteur Lefebvre. Cette fois, il n'a plus résisté. Il était complètement vaincu. Je me suis précipité aux côtés de Chloé. Elle m'a regardé avec un faible sourire, puis s'est évanouie. Je l'ai serré dans mes bras, le cœur rempli d'un tourbillon d'émotions. Tout était enfin terminé. Le procès du docteur Lefebvre a eu lieu quelques mois plus tard. Avec les preuves irréfutables, l'enregistrement de ses aveux à l'hôpital, les données de la clé USB d'Élise et le dernier enregistrement de Chloé, il a été condamné à la réclusion à perpétuité pour tentative de meurtre, séquestration et expérimentation humaine illégale. La justice était enfin rendue. Grâce aux données fournies par Élise, la police a pu rouvrir d'anciennes affaires. Les familles des autres victimes ont enfin appris la douloureuse vérité sur la mort de leurs proches. L'hôpital où travaillait le docteur Lefebvre a également fait l'objet d'une enquête approfondie et a dû indemniser les familles. Chloé s'est progressivement rétablie. Le médicament que le docteur Lefebvre lui avait injecté à la fin avait un effet amnésique temporaire. Le processus de récupération de sa mémoire a été difficile et douloureux. Chaque fois qu'un fragment de souvenir, bon ou mauvais, revenait, elle devait de nouveau affronter ses erreurs et sa douleur. Et pour Chloé et moi, il était impossible de revenir en arrière. Ce qui s'était passé avait créé une fracture trop grande que rien ne pouvait combler. La trahison, quelles qu'en soient les raisons, restait une trahison. Mon amour pour elle était mort avec les mensonges et la machination diabolique. Nous avons décidé de divorcer. Le jour au tribunal, nous n'avons pas échangé beaucoup de mots, mais j'ai pu lire dans les yeux de Chloé un regret sincère. Et peut être que dans les miens, elle a vu un pardon, non pas en tant que mari, mais en tant qu'homme, qu'il avait autrefois beaucoup aimé. Après le divorce, Chloé a décidé de quitter la ville pour commencer une nouvelle vie ailleurs. Elle a dit qu'elle avait besoin de temps pour se guérir, pour apprendre à vivre seule et à assumer la responsabilité de sa vie. Moi, je suis resté. Avec Élise et les familles des autres victimes, j'ai créé une fondation pour aider les personnes dans des situations similaires et pour sensibiliser le public aux dérives médicales. Ce travail m'a aidé à retrouver un sens à ma vie. Parfois, lors des fêtes, Chloé et moi nous envoyons encore des messages pour prendre des nouvelles. Nous ne sommes plus mari et femme, mais nous sommes devenus des amis qui ont traversé ensemble une grande tempête de la vie. L'avenir est incertain pour nous deux. Les cicatrices dans nos cœurs ne guériront probablement jamais complètement. Mais une chose est sûre, nous avons tous les deux survécu, nous avons appris une leçon coûteuse, et bien que nous ne soyons plus ensemble, nous avançons toujours vers un avenir plein d'espoir. C'est ici que se termine notre histoire. Si vous avez trouvé cette histoire significative et que vous souhaitez voir plus de récits émouvants et profonds, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci de votre écoute et à bientôt dans notre prochaine vidéo.